Le meurtrier du motard, tué la nuit dernière au bois de Boulogne, est le suspect numéro 1 recherché pour l'assassinat des époux Aran. Toujours en fuite, il revendique par téléphone le meurtre du policier, mais se dit étranger à l'affaire Aran. Les consignes du CNPF aux entreprises en matière de salaire, pas de rattrapage de l'inflation cette année, recommande Yvon Gattaz. Pologne, militarisation accrue du régime et concentration des pouvoirs aux mains du général Jaruzelski. L'aggravation de la situation économique et du mécontentement social inquiète le régime. Il y a 20 ans, John Fitzgerald Kennedy était assassiné aux États-Unis. Le mythe lui survit. Madame, monsieur, bonsoir. Une ampoule grillée sur le feu arrière d'une moto, un banal contrôle d'identité la nuit dernière qui dégénère en meurtre. Le meurtre d'un motard de la police, une enquête qui aussitôt rencontre une autre piste, celle que suivent les policiers dans l'affaire de l'assassinat des époux Aran à Pessac en octobre dernier. Et un meurtrier qui téléphone lui-même à 2 reprises à l'agence France Presse alors qu'il est toujours en fuite. Tous les syndicats de police sont en émoi. Une affaire sanglante que vous explique Jean-Jacques Dufour. Les contours d'un corps tracé à la craie sur la chaussée, c'est l'image de la mort. Celle de Claude Auchard, 35 ans, motard de la préfecture de police, marié et père de famille, abattu hier soir par un motocycliste arrêté quelque temps auparavant aux Champs-Élysées pour défaut d'éclairage. Tout commence à minuit. 2 motards interpellent un individu dépourvu de papier. Ils lui demandent de bien vouloir les suivre pour vérification d'identité. L'homme obtempère, mais quelques centaines de mètres plus loin, il accélère et s'enfuit en direction du bois. La course-poursuite s'engage dans les rues de Paris. L'un des 2 policiers heurte une bordure de trottoir et tombe. L'autre continue seul et coince le fuyard. La suite, c'est la mort du policier et la fuite du meurtrier. Coup de théâtre, le meurtrier se fait connaître ce matin en téléphonant à l'agence France Presse. Je suis Lionel Cardon, voilà ce qui s'est passé. Eh bien, il a tout d'abord commencé par dire « Je suis Lionel Cardon, c'est moi qui ai tué le policier motocycliste hier soir au bois de Boulogne, et je vous appelle pour vous dire que si je l'ai tué, c'est parce qu'il m'a menacé avec son arme. » Ensuite, à une question précise que je lui ai posée, je lui ai demandé très exactement est-ce que le policier avait dégainé son arme. Cardon est revenu sur sa précision antérieure et a précisé qu'il mettait la main à son arme. Ce prétendant blessé, Lionel Cardon, 25 ans, un casier judiciaire déjà chargé, témoin numéro 1 dans l'affaire Aran, le meurtre d'un médecin et de sa femme, a téléphoné à nouveau cet après-midi à l'AFP pour dire qu'il n'est pas responsable de la mort des époux Aran. Écoutez-le. Étranger, quant au déroulement dramatique qui s'en est écoulé. C'est-à-dire que vous n'avez rien à voir avec l'affaire Aran? Je n'ai rien à voir sur le déroulement dramatique qui s'est déroulé. Mais vous me dites que vous avez été blessé hier soir? J'ai été blessé hier soir, oui. L'affaire Aran, dans laquelle Lionel Cardon ne serait pour rien, c'est cette ténébreuse histoire qui commence ici dans cette maison cossue située à Pessac près de Bordeaux. Le 10 octobre dernier, le docteur François-Xavier Aran est retrouvé mort dans sa baignoire, ligoté, il s'est étouffé. Quant à sa femme, elle a disparu, le mystère est complet. Quelques jours plus tard, Aline Aran est découverte dans la Nièvre. La jeune femme a été tuée d'une balle dans le cœur, son corps gît dans un fossé. Que s'est-il passé? Il faut quelques jours aux policiers pour reconstituer approximativement l'histoire, un cambriolage qui aurait dégénéré, et découvrir une piste, celle de Lionel Cardon. Après le secrétaire d'État Joseph Franceschi qui s'était rendu sur les lieux au bois de Boulogne la nuit dernière, le ministre de l'Intérieur Gaston Defferre exprime à son tour son horreur devant le meurtre du policier abattu. La nuit dernière, arrestation dans un train qui allait franchir la frontière espagnole d'un jeune Turc de 19 ans, auteur présumé de la fusillade de vendredi dernier à Paris où 4 femmes furent blessées. Le Turc dit avoir agi pour des raisons politiques qui restent obscures. Voilà donc 2 faits divers sanglants qui dominent ce soir l'actualité, même si les chiffres publiés aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur démontrent une augmentation, mais une augmentation contenue de la délinquance avec des nuances importantes selon sa nature. Des chiffres qu'il faudra comparer bien sûr avec le décalage habituel aux chiffres du ministère de la Justice qui seront bientôt connus et qui illustrent eux le nombre de condamnations. Marcel Tria et Gaël Monlahu. La délinquance continue à progresser cette année, mais elle a augmenté moins vite au cours du premier semestre 83 que pendant la même période de 82.
Les crimes de sang, crapuleux comme la tuerie d'Avignon mais aussi passionnels, progressent cette année à peu près au même rythme que l'an dernier. Des affaires spectaculaires mais qui représentent un faible pourcentage de l'ensemble des crimes et délits. La petite délinquance, c'est-à-dire les vols simples, augmente, mais 8 fois moins que l'année dernière. Les cambriolages, 35 fois moins. Quant aux vols de voitures, ils sont en diminution. Les vols à main armée, eux, sont en progression constante. Les infractions sur les chèques sont de plus en plus fréquentes. La progression la plus spectaculaire concerne le trafic de stupéfiants. Un chiffre 13 fois plus important qu'en 82. Mais ce chiffre traduit un plus grand nombre de résultats obtenus cette année par la police plutôt qu'une augmentation du trafic lui-même. Une délinquance en progression sensible et dont les causes n'ont pas changé. Les causes de cette augmentation de la criminalité, eh bien, j'en vois 3. La crise économique et sociale, et donc le chômage, c'est vrai. Les lieux de vie aussi, les banlieues qui sont des lieux inhumains. Et troisièmement aussi, et c'est là où je placerai à la fois la responsabilité individuelle et la responsabilité collective, le fait qu'il n'y a plus un système de valeurs partagées. Et nous devons faire en sorte qu'à nouveau notre société connaisse ce système de valeurs qui fasse que des jeunes ne se sentent pas à la dérive et marginalisés. À mi-chemin de la délinquance et de la criminalité, regain de tension depuis hier à Lyon, dans le quartier des Minguettes. Un jeune maghrébin a été tué par accident, semble-t-il. Des incidents ont éclaté et la surveillance policière est renforcée. La grande aventure de demain commence à l'école. Il s'agit de l'informatique qui représente pour notre société le défi et la chance d'une transformation culturelle et économique indispensable. Sur ce thème s'est tenu depuis hier à Paris un colloque qui a fait le point des rapports entre l'informatique et l'enseignement. Le chef de l'État s'y est rendu aujourd'hui, Bernard Pradino. Que dis-tu? Bien dit. À qui? Monsieur le Président. L'un des objectifs de M. Mitterrand, il le répète souvent, est d'améliorer la formation, donc de moderniser l'enseignement. L'informatique doit être cet outil de modernisation et occuper une grande place dans notre stratégie industrielle. Il faut combler notre retard sur les Américains et les Japonais, dit le chef de l'État, qui ajoute « L'informatique à l'école est la clé de notre avenir. C'est la naissance d'une nouvelle culture, il faut gagner ce pari. » Une telle ambition suppose, bien entendu, un effort considérable, une conversion des mentalités, ce qui n'est pas le plus simple, comme une transformation des méthodes, une priorité dans nos investissements, dans nos choix budgétaires, une mobilisation complète de notre appareil de formation des jeunes et des adultes. Oui, tout commence à l'école. Et si l'informatique vient d'y faire son entrée, elle ne doit pas se trouver à côté de la lecture, de l'écriture et du calcul, un domaine supplémentaire d'enseignement. Elle transforme la manière même d'acquérir ces moyens de la connaissance. Et tout au long de la formation initiale, jusqu'à l'université, elle doit garder cette dimension. Bien utilisée, elle permettra de maîtriser comme jamais auparavant, vous entendez, jamais auparavant, l'apprentissage de chaque savoir particulier. L'informatique a déjà ses entrées à l'école et d'ici 1988, l'Éducation nationale a pour ambition de mettre en place quelques 100 000 micro-ordinateurs dans ces établissements. Jacques Violet a voulu vérifier comment l'informatique est enseignée aujourd'hui et comment les chefs d'entreprise apprécient la formation qui en résulte. Dans les usines, les ordinateurs ont remplacé la planche à dessin de l'ingénieur. Dans les entreprises, au guichet de la poste, l'ordinateur analyse, gère et calcule. Les petites annonces des journaux offrent tous les jours des milliers d'emplois. La chasse à l'informaticien est ouverte. Chaque étudiant en informatique qui arrive sur le marché du travail a le choix entre 3 offres d'emploi. Les industriels le reconnaissent, l'université aujourd'hui rivalise avec les grandes écoles, ce qui n'a pas toujours été le cas. Vous allez la recopier. Nous recrutons un peu tous azimuts, aussi bien ingénieurs de grandes écoles que techniciens, que gens de l'université aujourd'hui. Alors pourquoi vous dis-je aujourd'hui? C'est parce qu'il y a encore 5 ans ou 6 ans,
très très peu d'informaticiens à Intertechnique provenaient de l'université. Ceci a changé. Si ça a changé, je suis moi persuadé que c'est dû au changement de formation qui a été donné à l'université. Vous savez, l'informatique, c'est une discipline assez récente et elle n'a pas toujours été accueillie comme une discipline pleine et entière et aussi respectable que les plus traditionnelles. Et donc le conservatisme universitaire a plutôt freiné les facilités d'adaptation. Et puis la deuxième difficulté, c'est qu'il faut du matériel pour former des informaticiens et qu'il y a un certain carcan administratif dans les équipements d'informatique qui a pesé assez lourd dans le freinage de cet équipement. Le nombre d'IUT est très insuffisant, particulièrement dans la région parisienne, mais je crois que c'est un problème national. Le nombre d'IUT est très insuffisant. Alors il faudrait multiplier les départements informatiques d'IUT. La rentrée 1983, c'est en moyenne par établissement 200 places seulement pour 4000 candidats. Une sélection féroce, le prix à payer pour des débouchés certains et des rémunérations élevées. Mais d'un côté, elle est justifiée, et en plus de ça, elle semble nécessaire, parce que plus la sélection est forte, plus je pense que le diplôme prend de valeur à la fin. Je pense qu'il est préférable qu'elle ait lieu avant qu'après, ça nous fait perdre moins de temps. Depuis 10 ans, le débat sur la formation à l'informatique existe. C'est par l'école et le lycée qu'elle doit commencer. L'intelligence artificielle au service de nos petits génies. Aujourd'hui, à peine 15 000 micro-ordinateurs dans le premier et le second degré. D'ici à 1988, l'État prévoit 100 000 micro-ordinateurs dans les écoles et la formation de 100 000 enseignants. Les besoins humains, techniques, mais surtout financiers, sont énormes. Austérité de rigueur pour les chefs d'entreprise et pour leurs salariés. Tel est en tout cas le message du CNPF. Pas plus de 8% d'augmentation des salaires en 83, donc pas de rattrapage de l'inflation, et le moins d'augmentation possible en 84. Le président du CNPF, Yvon Gattaz, explique ses recommandations en ligne avec la politique de rigueur prônée par le gouvernement à Jean-Claude Renaud. Nous ne modifierons pas nos recommandations du début de l'année 83 qui avaient demandé aux chefs d'entreprise de prendre leurs responsabilités mais de ne pas dépasser globalement 8%. Car il faut arriver à casser la spirale infernale prix-salaire et salaire-prix. Pour 84, vous ne recommandez aucun chiffre? Nous ne donnons aucun chiffre. Nous ne donnons aucun chiffre. Nous rappelons simplement aux chefs d'entreprise qu'une augmentation trop rapide des salaires reste une des causes essentielles de l'inflation, comme vous le savez, qu'il faut les indexer, et on a la preuve que sur les 6 derniers mois, la France a eu des augmentations de salaires et des augmentations de prix, d'ailleurs, bien supérieures à celles de nos pays concurrents. Ça ne peut pas durer. Il faut que nous soyons compétitifs dans la guerre économique et il faut que nous restions donc au-dessous des limites des pays voisins. Ce qui est important, c'est de définir pour 84 non pas des hausses en niveau, mais des hausses en masse salariale. C'est extrêmement important. Et le chiffre qui va être retenu par les chefs d'entreprise cette année, ce sera un chiffre de hausse en masse, car il y a, vous le savez, un effet de report entre les hausses de 83 et les hausses de 84. Mais ça, en clair, ça signifie que dans certains cas, il n'y aura pas d'augmentation du tout. Il peut y avoir dans certains secteurs ou dans certaines entreprises des cas de ce genre, mais nous n'avons pas fait ce genre de recommandations. Je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, je reconnais que c'est très douloureux à court terme pour les Français, une telle politique d'austérité, mais il est indispensable pour compenser le retard qu'on a pris justement dans cette politique de rigueur et puis les erreurs économiques qui ont été faites pendant 2 ans. Les agriculteurs paient eux aussi le prix de la crise, même si les causes ne sont pas les mêmes. Leur revenu a baissé de 3,8% en 83, selon les estimations de la Commission des comptes de l'agriculture, qui les a rendus publics aujourd'hui. Jean-Louis Calmejane. Les graves inondations qui ont touché notamment les régions de l'Est de la France, suivies d'une sécheresse importante, un peu partout, n'expliquent pas tout. Après la bouffée d'oxygène des années 81, plus 2,5%, et 82, plus 9,1%, le cycle infernal de la chute des revenus agricoles constaté entre 1974 et 1980 repart donc cette année. Moins 3,8% de pouvoir d'achat, c'est dû bien sûr aux catastrophes climatiques, mais aussi au fait que le montant des subventions accordées cette année aux agriculteurs est le plus faible enregistré depuis 10 ans. Aujourd'hui donc, après avoir connu quelques jours heureux, la profession agricole se trouve à la même enseigne que tout le monde, austérité et rigueur.
Mais comme l'année dernière, le chiffre de moins 3,8% cache des disparités énormes entre différents secteurs agricoles. C'est le cas des producteurs de porc, par exemple, face aux céréaliers et aux producteurs de fruits et légumes. Cette année, nous avons un niveau de prix inférieur de 10% par rapport à l'année dernière. Et de l'autre côté, nous avons une augmentation des coûts de production de l'ordre de 15%. Et comment vous situez-vous par rapport aux autres productions ? Eh bien, par rapport aux autres productions, à ce que je sache, aucune autre production actuellement n'est dans une période de crise aussi importante que celle de la production porcine. La production céréalière de cette année est inférieure d'environ 5% à la production de 1982, qui, il faut le noter, avait été excellente. Il y a des productions qui sont très nettement en dessous de nous pour des raisons d'organisation de marché. C'est le problème des productions avicoles, porcines. Par contre, d'autres productions type, je crois, légumes, fruits, ont cette année des augmentations de prix relativement importantes. Il faut cependant savoir que les chiffres des comptes de l'agriculture ont un caractère provisoire. Ils sont en effet toujours révisés en hausse ou en baisse 6 mois plus tard. En attendant, bon nombre d'organisations professionnelles agricoles ont déjà demandé à Michel Rocard de négocier une révision en hausse de leurs revenus. Au chapitre étranger, commençons par une explosion. L'explosion d'un cargo grec frappé par un missile Exocet devant le port iranien de Bouchir dans le golfe Persique. C'est la très sérieuse compagnie d'assurance britannique, la Lloyds, qui l'annonce aujourd'hui sans préciser si le bateau a été coulé par un missile tiré d'un avion ou d'un autre bateau. La France, vous le savez, a livré récemment à l'Irak des avions super-étendards qui peuvent être équipés de missiles Exocet et l'Irak a menacé plusieurs fois de les utiliser dans sa guerre contre l'Iran qui dure depuis 3 ans. Une bombe diplomatique. Le secrétaire américain à la Défense, Gaspard Weinberger, accuse nommément la Syrie d'avoir cautionné l'attentat qui a coûté la vie à 239 soldats américains le 23 octobre dernier à Beyrouth. Cette mise en cause directe, qui est la première depuis l'attentat, coïncide avec la multiplication des rumeurs sur l'état de santé du président syrien Assad, qui n'a plus été vu en public depuis plusieurs jours. Au Liban, à Tripoli, un cessez-le-feu précaire est respecté depuis hier, tandis que les interventions diplomatiques se multiplient pour éviter une tuerie finale entre partisans et adversaires de Yasser Arafat. L'un de ses proches est aujourd'hui à Moscou. Plein pouvoir au général Jaruzelski en Pologne pour affronter une situation économique de plus en plus catastrophique et le mécontentement croissant de la population. Le régime a renforcé les prérogatives de l'administration militaire et le Parlement polonais a entériné aujourd'hui un remaniement ministériel. Gérard Sebag. Avec ce remaniement ministériel, le général Jaruzelski conforte encore plus sa position à la tête du pays. Il abandonne certes le ministère de la Défense, mais il est nommé président du comité de défense nationale, un nouvel organisme qui a obtenu de larges pouvoirs en cas de trouble ou de retour à la loi martiale. Il aura la haute main sur toutes les instances civiles et militaires du pays. L'une des fonctions de ce comité de défense sera aussi d'essayer d'améliorer la situation économique de la Pologne. Les militaires auront un droit de regard dans les usines. Mais la préoccupation première des Polonais reste toujours l'approvisionnement des marchés. Une nouvelle hausse des prix alimentaires est prévue pour janvier 84. Elle entraînera la chute du niveau de vie d'une frange importante de la population. Des instructions qui devaient rester confidentielles et émanant du pouvoir recommandent d'éviter toute action impopulaire, notamment contre l'Église, afin d'éviter un mécontentement accru de la population. Le général Jaruzelski s'attend à un hiver rigoureux en Pologne. Le Parlement ouest-allemand vient de clore son débat sur le stationnement des euromissiles de l'OTAN qui a donc été voté ce soir. Une soixantaine de pacifistes continuent de manifester leur désapprobation. Les premiers éléments des fusées Pershing 2 arriveront demain en Allemagne fédérale et le calendrier de déploiement des euromissiles ne sera pas modifié, a déclaré aujourd'hui le secrétaire américain à la Défense, quel que soit le calendrier des négociations américano-soviétiques qui en principe à Genève touchent à leur fin. Malentendu, impair ou fausse manœuvre, en tout cas une fausse bonne nouvelle, contrairement à ce qu'un membre de l'ambassade soviétique à Paris avait déclaré hier à un groupe de personnalités françaises, Andrei Sakharov, académicien et dissident exilé à Gorky depuis près de 4 ans, ne peut toujours pas quitter l'Union soviétique. Paul Naon.
Manifestation aujourd'hui, comme tous les jours jusqu'au 10 décembre, devant l'ambassade d'Union soviétique à Paris pour la libération d'Andreï Sakharov. Pétition, séance de signature et pour le comité des 15, hier, une rencontre avec un membre de cette ambassade. Espoir vite déçu d'une libération du physicien soviétique, malentendu ou tout simplement double langage puisque ce matin les autorités de cette ambassade ont tenu à rappeler 3 choses. 1. Andreï Sakharov n'est pas autorisé à émigrer en Occident. 2. Il est détenteur de secrets militaires. 3. Andreï Sakharov n'a pas demandé à partir du RSS. Andreï Sakharov, lui, est toujours en exil à Gorky. C'est un homme malade qui a demandé officiellement à émigrer. Et les secrets militaires dont il est détenteur se trouvent aujourd'hui tous dans les manuels scolaires. Détournement d'avions sanglants et ratés en Union soviétique en Géorgie. 7 personnes sont mortes, dont 2 des pirates de l'air, dans une tentative de détournement d'avion dont on ignore les détails. On ne connaît pas non plus le sort des pirates de l'air survivants qui voulaient sans doute gagner la Turquie. Ne demande pas à ton pays ce qu'il peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour lui. Cette phrase, toute l'Amérique s'en est souvenue avec émotion aujourd'hui. Il y a 20 ans, l'homme qui l'avait prononcé dans son discours d'investiture, le président John Fitzgerald Kennedy, était abattu en pleine jeunesse à Dallas. Plusieurs cérémonies ont eu lieu aujourd'hui en sa mémoire et à Washington, le président Reagan et la famille de John Kennedy se sont réunis pour une messe solennelle retransmise en direct par toutes les chaînes de télévision américaines. Son frère, le sénateur Edward Kennedy, a prononcé l'éloge funèbre de celui qui, pour les Américains, reste le plus populaire de leur chef d'État. 20 ans plus tard, l'épopée de ce président qui prêta son image et son dynamisme à une Amérique alors sûre d'elle-même et de son destin, l'épopée lui survit, même si le mythe politique commence à s'effriter. Édouard Laure. Novembre 83, son pétrole, son équipe de football, ses feuilletons de télévision. La maison où vit JR, l'immeuble d'où est mort JFK, John Fitzgerald Kennedy. 20 ans pour se faire oublier que toute l'Amérique a détesté cette ville, accusée d'avoir assassiné, le 22 novembre 63, son 35e président à 46 ans. Et 20 ans aussi pour les autres acteurs de ce drame, pour Jackie Kennedy. Aujourd'hui, éditeur à New York. Pour Marianne Oswald, remariée et femme de ménage à mi-temps. À Washington aussi, en 63 et en 83, où l'on vient dans un musée revoir les bandes d'actualité. Priests in Dallas who were with President Kennedy say he is dead of bullet wounds. Où 20 ans après, une chaîne de télévision a reconstitué la vie de John Kennedy. Une émission de 7 heures, programmée sur 3 jours, pour 13 millions de dollars, avec l'une des vedettes les plus célèbres aux États-Unis, Martin Sheen. Et jusqu'à la reproduction des discours du président, en noir et blanc. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. I don't know much because I was Moi, je n'étais pas né et je suis fatigué d'en entendre parler. John F. Kennedy. Oh Lord. Le film de l'attentat, The tapes from when showing when c'est ce dont je me souviens le plus. That's the most I remember. That's the most vivid thing. He was a wonderful president. C'était un excellent président, mais je trouve qu'on le glorifie trop, c'est tout. Glorify the presidents that have gone before. Débat d'idées, mais débat de cœur aussi, pour une Amérique qui n'est pas prête d'oublier tout ce qui s'est passé il y a 20 ans, au-delà de cette fenêtre. Et à la question de savoir si le mythe Kennedy existe encore aujourd'hui aux États-Unis, la réponse est évidemment oui. Il existe pour tous ceux qui font la liste des présidents qui lui ont succédé, Ford, Nixon, Carter. Et il existe pour tous ces Américains qui viennent chaque jour, 20 ans après, se recueillir au cimetière d'Arlington devant cette flamme et ce nom, John Fitzgerald Kennedy.
Ne manquez pas demain à 21h55 sur Antenne 2 le portrait de John Kennedy présenté et commenté par Philippe Labro qui est l'un des meilleurs spécialistes de cette période. Important incendie en fin d'après-midi à Paris, dans le 3e arrondissement, dans un entrepôt de tissus. Les effectifs de 10 casernes de pompiers sont à l'œuvre. On ne sait pas encore s'il y a des victimes. Place au sport maintenant et surtout au football, puisque sur les 5 clubs français engagés dans les Coupes d'Europe, il n'en reste plus qu'un. C'est le Racing Club de Lens qui rencontrera Anderlecht en Belgique demain soir en 8e de finale aller de la Coupe de l'UEFA. Lorsqu'on parle de Lens, on évoque bien sûr ce club brillant dans lequel pourtant ne figure aucune star. Mais Lens, c'est également un public toujours nombreux et fidèle. Cette équipe de Lens, son public et sa région constituent un ensemble unique dans le football français. Olivier Ray et Patrick Destrade. Les Gueules Noires, la Mine, les Terrils, les Corons, c'est le Nord, c'est Lens. Petit à petit, la région s'est pourtant transformée en raison de la crise économique. Mais si le football s'est développé à Lens pour devenir aujourd'hui un phénomène de société, c'est bien grâce aux houillères, aux mineurs. L'origine minière de beaucoup de supporters montre qu'il y a un phénomène minier et Saint-Étienne avait déjà fondé ses racines sur la corporation minière. Les grands clubs britanniques aussi. L'ambiance que l'on trouve au Pays de Galles, dans les mines en Angleterre, ressemble fort. Ou plutôt c'est nous qui ressemblons fort à ces publics qui sont tout à fait exceptionnels. À public exceptionnel, stade exceptionnel. Dans cette ville de 38 000 habitants, le stade peut accueillir près de 50 000 spectateurs. Car ils viennent de toute la région pour encourager le Racing Club de Lens, pour communier avec leur équipe. Il y a probablement une osmose entre l'esprit de la région et les qualités morales des joueurs. Il faut, c'est sûr, faire preuve de générosité, mais aussi de solidarité, et c'est peut-être pas un vain mot, surtout dans la conjoncture économique actuelle. Malgré la crise, les houillères restent la principale entreprise lensoise. Le club, lui, est devenu autonome. Il n'appartient plus aux houillères depuis 15 ans. Soutenu par la municipalité, le Racing est géré comme tous les autres clubs professionnels français. Mais les traditions de la mine demeurent. Les joueurs sont pour la plupart des petits gars de la région, et si certains viennent d'ailleurs, ils deviennent rapidement des enfants du pays. C'est une petite surprise parce qu'on ne s'intéresse jamais à voir un gars comme ça du Midi qui vient un petit peu s'expatrier de sa région. Mais enfin, un petit peu le charme de ce métier quand même nous porte assez de joie pour qu'on oublie un petit peu les amertumes. Mais je pense que c'est une région aussi où il y a beaucoup de mineurs, donc les gens aiment beaucoup les agressifs. Et donc j'ai un petit peu un tempérament comme ça, donc ça a facilité si vous voulez, un petit peu ma venue ici. Personne dans les cafés. Demain soir, Lens sera désert. Toute la ville ou presque sera réunie au stade Bollaert pour soutenir son équipe. Car dans le Nord, le football est une véritable fête. Lens Anderlecht donc demain soir à Lens. À vous le ballon maintenant, Alain Gillot-Pétré, pour nous parler du temps. Merci pour le ballon. Si vous allez demain avec un ballon ou pas sur les côtes de la Bretagne et que vous regardiez vers la mer, qu'est-ce que vous allez voir? Des nuages droit devant. Regardez la photo satellite, on va peut-être la voir cet automne qu'on n'a pas encore eu jusque-là. Voici une première ligne de nuages, pas très méchante, qui s'approche des côtes de l'ouest. Donc pour demain, il y a de la réserve derrière, beaucoup plus coriace, c'est pour après-demain. Redoux général pour après-demain avec de la pluie enfin pour les agriculteurs. En attendant, pour demain, la carte, c'est encore très beau pour ceux qui aiment le soleil, bien sûr. Après les brouillards givrants, surtout au centre, sur le bassin parisien et sur le nord-est, ce sera du beau temps. Le baromètre est quand même en légère baisse, mais progressivement, les nuages apparaîtront sur l'ouest du pays. Et le soir, il est possible qu'il y ait même quelques gouttes qui tombent sur les côtes de l'Atlantique et de la Manche. Côté température, voici les minima prévus par la météo nationale. C'est encore froid pour demain, -7, -8 sur le nord-est. Vous voyez des gelées quasiment partout, sauf sur les côtes de l'Atlantique et un peu en Méditerranée, mais -1 à Marseille. Côté maxima,
Eh bien, les voici. 3 à 4 au nord-est aussi, 3 à 12 sur la moitié nord, 5 à 16 degrés au sud, mais on est beaucoup plus près de 8 degrés que de 16 degrés. Demain, mercredi 23 novembre quand même, 2 minutes de soleil en moins, lever 8h12, coucher 17h01, et c'est la Saint-Clément. À 23h35, dernier journal avec Claude Sérillon qui abordera le problème de la réforme hospitalière qui doit donner lieu à partir de demain à divers mouvements de grève et d'action des internes, des chefs de clinique et des médecins hospitaliers. Un débat opposera le secrétaire d'État à la santé, Edmond Hervé, à la directrice du quotidien du médecin, Marie-Claude Tesson. Demain, antenne de midi à 12h45 avec pour invité Gérard Depardieu qui parlera de son dernier film Les Compères de Francis Weber avec Pierre Richard et Gérard Depardieu. Demain aussi 18h30 c'est la vie et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Très bonne soirée.